Non, je voulais partager deux, trois charts déjà pour. Alors, il y a toujours plusieurs façons de comparer les cycles. En fait, on a 5. Et parfois, elles ont des messages contradictoires, mais uniquement à court terme. Elles vont être assez précises sur le timing. Parfois, tu as des écarts de 2-3 semaines, mais peu importe, ça donne la big picture. Pour comparer les cycles, tu peux les comparer. Donc, on parle de cycle temporel. Tu peux les comparer en tenant compte du nombre de jours depuis le halving, et puis tu les compares, tu les superposes. Tu peux les comparer en tenant compte du nombre de jours depuis le point bas du bear market respectif de chaque cycle, le bear market en amont, depuis le sommet du cycle précédent. Tu peux aussi comparer les cycles en tenant compte du nombre de jours qui s'est écoulé depuis le breakout de l'AXATH en post-halving. Donc, je ne tiens pas compte du faux truc qu'on a fait en mars dernier avant le halving. Et tu peux les comparer en les alignant d'un point de vue calendaire, de base. Saisonnalité des mois qui passent. C'est cette 5e option que le graphique vous propose. Il compare les cycles de 2020 en jaune, 2016 en bleu, et nous sommes en noir, en les alignant sur le cycle actuel d'un point de vue temporel. Alors, lorsque tu fais cette comparaison, il y a deux choses. Déjà, peu importe les corrections sont toutes des opportunités parce que le bull run, il est dans sa phase initiale. Lorsque je dis initiale, ce n'est pas le cycle qui est dans sa phase initiale, mais dans cette partie qui s'étend, qui commence le jour où tu casses la TH, donc c'est le 6 novembre dernier, nous sommes en phase initiale. Donc à tous ceux qui pensent que 100 000 $, ça peut être un haut de cycle, ça n'a juste pas de sens d'un point de vue du cycle temporel. Donc déjà, si bien sûr, là, c'est très troublant de voir que le cycle actuel semble parfaitement s'aligner sur le cycle de 2020, ce n'est pas magique, ça ne va pas durer. On va finir par décrocher de cette ligne, on va faire notre propre tracé. Et ce que je veux dire par là, c'est que en prenant les deux cycles passés, tu vois que dans le pire du pire, on aurait un haut de cycle en mars-avril prochain. Probablement une correction, mais le vrai haut de cycle, ce sera fin 2025. Donc là, ça, c'est la première chose que je voulais montrer. Et au-delà de tout le blabla qu'on a pu avoir en début de live sur la Fed, etc., le meilleur est devant nous et le meilleur aura lieu en 2025. Maintenant, lorsque tu regardes à court terme, il faut être très méfiant lorsque tu fais de la répétition de cycle à court terme, parce qu'effectivement, là, si on fait de la répétition de cycle, on est censé avoir une phase haussière jusqu'à début janvier, pour ensuite avoir 2-3 semaines de correction. Et c'est vrai que janvier, en termes de saisonnalité, c'est pas un bon mois. Ça tient la route. Mais lorsque tu compares les cycles d'une autre façon, je vais partager un autre graphique. Alors, attends, je vais partager un autre graphique. Du coup, il faut que je change. Voilà. Maintenant, là, je compare les cycles, non pas en tenant compte du calendrier, mais je compare les cycles en tenant compte du nombre de jours qui s'est écoulé depuis le halving. Aujourd'hui, nous sommes 243 jours après le halving. Et lorsque tu compares les cycles de cette façon-là, 2012, 2020, 2016, je donne les dates des halvings. Là, nous serions censés avoir fin décembre un drop et repartir en janvier. Donc, ça a des limites pour le court terme, mais grosso merdo, ça nous donne à 2-3 semaines près la même temporalité pour la fin finale du cycle. Donc, par rapport à ça et par rapport à ce que le marché propose, je vais partager un autre graphique, depuis la Fed, n'ayez pas de stress, ces corrections sont des opportunités, surtout sur Bitcoin, j'ai envie de dire. Et un dernier chart que je vais vous partager, c'est celui-là ou pas je check. Voilà, juste par rapport à ça, voilà, normalement c'est bon. Donc là, vous avez un. Donc là, je suis en échelle. Le graphique peut vous sembler bizarre parce que je suis en log. Je travaille quasiment tout le temps en échelle logarithmique. Je pense que ça fait beaucoup plus sens de travailler en log qu'en échelle arithmétique, mais j'utilise les deux parfois pour voir. Mais là, je suis en échelle logarithmique. Juste pour le court terme, là, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières sur Bitcoin. Tu prends le mouvement aussi, il est bien construit. Ça manque même en fait d'une correction. Mais je voulais vous montrer, moi, et pour revenir sur des choses de base de l'analyse technique, du suivi de tendance, c'est le rôle que dans le passé, les moyennes mobiles exponentielles et arithmétiques à 50 jours ont pu avoir sur le marché. La version exponentielle, elle est ici en rose fine, et la moyenne mobile simple 50, elle est là en très épais. Prenez le cycle précédent. Regardez-moi la propreté du machin. Breakout de l'AXATH.
bull run, systématiquement, les retests ont été payés. Au passage, même en bull run, on se fait des corrections de moins 20, moins 30. Mais ce n'est jamais un signal de renversement baissier, pas en phase initiale. On commencera à s'inquiéter lorsqu'on sera en deuxième partie de 2025. Donc, prenez même le cycle de 2016, qui était un cycle plus volatile, le prix n'était pas le même, la participation institutionnelle n'était pas la même. Mais dans cette phase haussière-là, vous aviez aussi donc breakout de l'AXA-TH qui a eu lieu, j'ai enlevé le truc, c'était ici. Tu avais des corrections comme ça qui étaient importantes, et la moyenne mobile exponentielle à 50 et simple à 50 jours était parfois traversée, mais systématiquement, quand tu les reprenais à la hausse, tu la reprends à la hausse, là tu rebondis, ça relançait le mouvement. Et lorsqu'on repasse en dessous, ça s'inverse, c'est la fin. Je voulais simplement vous montrer ça pour vous dire que, à peu de choses près, on est à peu près ici. Si tu compares à 2016, on est à peu près ici. Si tu compares à 2020, on est quelque part par ici. Donc, on a fait, dans le pire des cas, on a fait un tiers du chemin. Et les corrections sont les opportunités. Et vous voyez ici, à court terme, sur Bitcoin, si la correction s'était prolongée ce matin, là, vous avez eu le drop de la Fed. Revenir ici, c'est une opportunité, c'est un bon timing. Et vous allez voir, on y reviendra un jour à ces moyennes mobiles. Alors, est-ce que d'abord, on rebondit sur les 100K, on va chercher 120, 125, et qu'ensuite, en janvier, on y revient pour repartir? Ça, c'est l'alternative du moment. Pour l'instant, on a tenu les 100K, on verra la clôture ce soir avec les US. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de... Il n'y a eu aucune alerte de fin de cycle hier. De cycle à cycle, les corrections semblent devenir moins intenses. Et si tu regardes, en fait, là, on fait des moins 10, ça semble repartir direct. C'était plus moins 30, moins 40. Le cycle précédent, c'était autour du moins 20. Bon. Ouais, si tu prends tout le là, du bottom à 15 000 $ jusqu'au top à 73 000 qu'on a fait en mars, toutes les corrections sont de environ 20%. Et si tu prends même dans la consolidation qu'on a fait pendant 6 mois, là, en 2024, on a fait moins 35 entre le top et le bottom à 49 000 et quelques. Ouais. Mais chaque baisse est environ à 20-25%. Donc j'ai l'impression que dans ce cycle, on reprend cette dynamique de 20% de correction. Tout à fait, ce qui est finalement standard et ce qui est plutôt rassurant. Et c'est pourquoi moi je pense que quand tu vois, lorsqu'on parle de ces éléments-là qui sont liés aux corrections Bitcoin, ça permet de les voir autrement. Beaucoup voient les corrections comme une source de stress, une source de je vais perdre mon capital, je le savais, Bitcoin finalement ça va à zéro, parce que bon, tu as toujours des gens pour dire ça. Mais là, on est dans une phase temporelle qui est quand même assez initiale, et donc qui doivent permettre d'avoir une autre lecture des corrections. Et la bonne lecture, c'est de se dire que ça corrige, cool, Bitcoin va revenir sur support. Soit alors je peux aller sur Bitcoin, ou sinon, si Bitcoin revient sur support, je vais peut-être avoir un bon timing sur une alt que je surveillais depuis longtemps, alors qui, elle, s'est mangée à moins 60. Mais bon, voilà, ça peut être les soldes. Ouais, Et aussi, je voulais juste dire, pour conclure sur ce que je voulais dire, en fait, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de les alts, ils vont faire, ok, ils se prennent moins 60, mais ils vont aussi faire x100. Parce que dans la majorité des cas, les alts qui se prennent moins 60 ne se relèvent juste pas et ne font pas d'ATH. Et donc là, on va arriver dans la partie où potentiellement, c'est trop tard dans le cycle pour reprendre des alts qui ont déjà bien performé. Et ça va être très compliqué de trouver des alts qui vont eux aussi bien performer sans se brûler les ailes, quoi. Et en plus, d'autres indicateurs qui sont assez intéressants, c'est des indicateurs un peu plus qu'on appelle on-chain, voir un petit peu l'utilisation du réseau sur Bitcoin. On en discutait la dernière fois, Vincent, c'est le score MVRV. Et en fait, ce score-là, en fait, ça permet de savoir voilà, si Bitcoin est survalorisé ou pas. Et donc, c'est un score qui a plutôt donné, plutôt des bons tops sur 2017 ou sur le cycle de 2021. Et en fait, on voit que là, le score est quand même, on est à moitié ou un tiers de ce qu'on a connu sur le cycle de 2017 ou sur le cycle de 2020-2021. Et en fait, ce score, comment est-ce qu'il est calculé? C'est une sorte de comparaison entre la capitalisation actuelle du Bitcoin et une capitalisation ajustée qui va prendre en compte le prix
le prix du Bitcoin quand il a été déplacé pour la dernière fois. Et donc, ça permet d'avoir un peu une idée de le réseau, du prix du Bitcoin lors de la du dernier déplacement, et donc le prix réel, entre guillemets, des Bitcoins. Et cet indicateur-là permet de timer pas mal les sommets et puis aussi les creux. Ça permet de voir un petit peu les périodes de retournement. Donc c'est assez intéressant. Il y a du potentiel, là. Donc là, on a encore pas mal de potentiel, ouais. Je pense que juste l'indicateur permet pas forcément de timer les tops, parce que je pense que ça peut aller à l'infini. Il n'y a pas de limite sur cet indicateur. C'est surtout en fait se situer dans le cycle par rapport aux antérieurs. Donc là, on est à 100 000 $, donc le prix est au plus haut. Donc la ligne jaune là, elle est tout en haut à droite, mais la ligne verte, donc l'indicateur, le MVRV, est lui très encore en retard entre guillemets sur le cycle. Et donc ça montre qu'il y a juste une upside possible, quoi. Ouais, après, ça peut être un peu biaisé parce que quand on regarde ça, vu qu'il y a beaucoup de Bitcoin maintenant qui vont moins bouger parce qu'ils vont être davantage centralisés, on va dire, au sein des ETF, etc., ça peut être un petit peu moins pertinent. Donc, toujours pareil, attention avec le passé, refaites pas forcément le futur, mais ça peut donner des indications assez intéressantes.